On poursuit directement notre exploration sur les méthodes pour atteindre des résultats extraordinaires. On a déjà bien établi à quel point il est vital de se concentrer sur l'essentiel, notre fameuse unique chose primordiale. Mais il y a un obstacle géant sur la route. Ah oui, le plus gros de tous, je dirais. Ouais, le mythe tenace du travail multitâche. C'est presque devenu une fierté de nos jours, non? Il y a un mensonge tellement bien ancré dans notre monde pro qu'on imprime carrément sur nos CV. Totalement. C'est le truc qu'on met en avant en entretien d'embauche. Je suis très doué pour le multitâche et les recruteurs adorent ça. Ils le recherchent activement. Alors que la science prouve de manière implacable que cette prétendue compétence, elle réduit notre capacité de concentration de 40%. Ça produit sur notre cerveau des effets qui sont, attention, comparables à l'ivresse au volant. C'est fou quand on y pense. Et c'est précisément ce qui rend la quête de l'efficacité si complexe pour les gens aujourd'hui. Cette illusion persistante de pouvoir tout mener de front, de jongler avec plein de requêtes en même temps. Et ça sabote littéralement notre architecture cognitive, quoi. Absolument. Le but de notre discussion d'aujourd'hui, c'est de déconstruire tout ça. On va décortiquer cette mécanique de l'échec. Il ne s'agit pas juste de dire «la distraction, c'est mal, tout le monde le sait au fond». Bien sûr. Il s'agit surtout de comprendre, techniquement et biologiquement, pourquoi le cerveau nous pousse à croire que faire plusieurs choses à la fois est une bonne idée, alors que c'est un désastre mathématique total. Du coup, d'où vient le vrai tournant scientifique sur cette question? Qu'est-ce qui a fait tomber le mythe? Eh bien, ça nous vient d'un chercheur de l'université de Stanford, Clifford Nass. Il a mené une étude vraiment charnière en 2009. Son équipe a voulu observer le cerveau de 262 étudiants pour voir comment ils géraient cet afflux constant d'informations. Laisse-moi deviner. L'étude a prouvé que ce fameux super-pouvoir multitâche, c'est en fait juste une surchauffe mentale qui donne des résultats médiocres sur toute la ligne. C'est exactement le constat final, ouais. Mais ce qui est hyper fascinant avec cette étude, c'est le point de départ de Nass lui-même. En fait, au début de l'expérience, il était sincèrement admiratif de ces, disons, multitâcheurs intensifs. Ah bon? Ils pensaient qu'ils étaient doués, quoi. Ah mais carrément. Il s'attendait presque à découvrir chez eux une nouvelle étape de l'évolution cognitive, tu vois, une sorte de plasticité neuronale supérieure pour traiter les flux de données modernes avec brillance. Des mutants de l'ère numérique, en gros. Voilà, c'est ça. Et donc, pour vérifier cette théorie, son équipe a soumis les étudiants à une batterie de tests très spécifiques. Quel genre de test? On imagine des scénarios un peu complexes, avec plein d'écrans. Ouais, exactement. Par exemple, ils devaient mémoriser des suites de lettres tout en repérant des formes géométriques. Ou alors trier des infos en ignorant consciemment des éléments perturbateurs qui clignotaient à l'écran. Le but, c'était de mesurer 3 choses. Ok, lesquels? Leur capacité à filtrer l'information inutile, leur efficacité à organiser leur mémoire de travail et leur vitesse pour passer d'une tâche à l'autre. Donc logiquement, s'ils sont censés être les experts absolus du jonglage mental, ils auraient dû pulvériser les scores, non? Surtout sur le passage rapide d'un contexte à l'autre. Bien, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Douche froide totale. Les adeptes du multitâche ont été largement surpassés, mais alors sur absolument tous les critères, par le groupe témoin. Le groupe témoin, c'est ceux qui faisaient une seule chose à la fois? Exactement ceux qui travaillaient de manière séquentielle. NASA a découvert que les multitâcheurs chroniques avaient littéralement le filtre cassé. Leur cerveau absorbait toutes les distractions comme une éponge. Incapables de séparer l'important du trivial, quoi. C'est ça. Ils organisaient moins bien l'information et, comble de l'ironie, ils étaient significativement plus lents quand il fallait passer d'une consigne à l'autre. NASA a même conclu son étude par une formule scientifique d'une dureté rare. Il a dit qu'ils étaient simplement, je cite, assez mauvais en tout. Waouh, c'est violent. Donc on a institutionnalisé un comportement qui nous rend littéralement moins performants. On force des cerveaux humains à imiter des machines, en fait. C'est exactement le problème. Le mot multitâche lui-même, à la base, il n'a pas du tout été conçu pour décrire un système nerveux central. On applique un vocabulaire de disque dur à une entité biologique. Ouais, ça vient de l'informatique à l'origine, c'est ça. Tout à fait. Ça date des années 1960. C'était pour décrire une nouvelle génération de microprocesseurs. À l'époque, ces ordinateurs atteignaient une cadence de 10 MHz. Pour les ingénieurs, c'était tellement foudroyant qu'ils ont inventé ce néologisme pour décrire la capacité de la machine à exécuter plusieurs processus en apparence. Ah, en apparence, c'est là qu'est le piège. Parce que même pour ces ordinateurs, la simultanéité, c'est une illusion d'optique. Un processeur ne fait pas deux choses au même millième de seconde, il découpe le temps.
C'est tout à fait ça. Il alterne juste entre différentes lignes de code à une vitesse si dingue que nous, les humains, on perçoit une action simultanée. La superposition est fausse. Et notre erreur fondamentale, ça a été d'appliquer cette métaphore mécanique à l'humain. Le poète Billy Collins a d'ailleurs une expression géniale pour décrire notre vraie nature biologique. Il appelle ça l'esprit de singe. L'esprit de singe? Ouais, au lieu d'avoir un processeur froid et ordonné, on a une architecture neuronale super chaotique. Notre cerveau génère en moyenne 4000 pensées par jour. Ce qui fait, attends, ça fait environ une idée toutes les 14 secondes. Exactement. Une pensée parasite toutes les 14 secondes. Et ça explique très bien pourquoi l'envie de bondir d'un onglet à l'autre ou de checker frénétiquement son téléphone, ça semble si irrésistible. C'est pas une faille de notre caractère. C'est un instinct de survie. Absolument. Nos lointains ancêtres devaient avoir cet esprit de singe pour survivre. Imagine un chasseur-cueilleur dans la savane. Ouais, s'il se concentre uniquement sur la cueillette de ses baies, avec une focalisation totale, imperméable au reste. Il se fait dévorer dans la minute. Il devient une proie ultra facile. Son cerveau devait par défaut scanner l'environnement en permanence. Interrompre sa tâche au moindre bruissement de feuilles, c'était un mécanisme d'alerte vital. Donc, notre cerveau est programmé depuis la préhistoire pour rechercher la perturbation. Sauf qu'aujourd'hui, on ne surveille plus les tigres à dents de sabre. Mais notre amygdale réagit au ding d'une notification email exactement comme au craquement d'une branche dans la forêt. C'est fascinant et terrible à la fois. On essaie d'être productif avec un cerveau conçu pour l'hypervigilance. D'ailleurs, l'image du jongleur illustre très bien cette mécanique. Quand on regarde un numéro, on voit 3 ou 4 balles flotter simultanément dans les airs. Visuellement, la magie opère. La continuité est parfaite. Mais si on analyse le mouvement au ralenti extrême, on s'aperçoit que la réalité est purement séquentielle. Le jongleur ne manipule jamais 2 balles au même instant précis. Bien sûr, sa main attrape une balle, puis la lance, elle attrape immédiatement la suivante, puis la lance. C'est une succession fulgurante d'actions individuelles. Et j'imagine que pour le cerveau humain, manipuler des concepts, ça demande exactement cette même attention séquentielle. Tout à fait. Et ce phénomène neurologique, ça porte un nom en science, c'est le changement de tâche. Les recherches de David Mayer là-dessus sont incontournables. Ce passage rapide d'une balle à l'autre ou d'un dossier à l'autre au bureau, ça implique une machinerie cognitive hyper lourde. Surtout que dans notre quotidien, on jongle pas avec des balles identiques. On passe d'un truc super aride, genre un tableau financier, à la rédaction d'un message hyper diplomatique pour un client énervé. Et c'est là que ça fait mal. Meyer a démontré que ce changement de contexte exige un processus en 2 étapes. C'est invisible, mais ça pompe une énergie folle. Premièrement, le cerveau doit décider consciemment de changer d'objectif. Deuxièmement, il doit activer les nouvelles règles de la tâche et désactiver les anciennes. Ok, donc si je suis sur Excel en train de faire une formule super complexe, les règles actives dans mon cortex, c'est la logique mathématique. Et là, ding, un collègue me pose une question urgente sur la messagerie. Voilà, ton cerveau doit expulser toute l'architecture mathématique de sa mémoire, à court terme, pour charger le contexte de la conversation. Savoir qui est ce collègue, l'historique du projet, le ton à adopter. Il faut vider le cache, quoi. Et une fois la réponse envoyée, rebelote dans l'autre sens. Exactement. Faut recharger les maths, retrouver la ligne précise, se rappeler de la déduction qu'on allait faire juste avant. Ce processus d'effacement et de réécriture prend un temps mesurable. Pour des tâches super simples, genre plier du linge en écoutant la télé, l'alternance augmente le temps d'exécution d'environ 25%. Une pénalité de 25%, c'est déjà énorme pour un truc basique. Et attends, dès qu'on passe à des tâches complexes comme l'analyse financière, puis l'email diplomatique, la pénalité explose. Le coût peut dépasser les 5%. On double littéralement le temps nécessaire par rapport à une exécution séquentielle. Ah ouais? Et si on multiplie cette perte par la fréquence des interruptions dans une journée de bureau normale? Le bilan est vertigineux. En ergonomie, on estime qu'un travailleur moyen est interrompu par une alerte ou par lui-même toutes les 11 minutes. Toutes les 11 minutes. Mais en accumulant ces pénalités de chargement cognitif, on estime qu'on perd environ 28% de notre journée de travail. Intégralement. 28%. Mais c'est plus de 2 heures jetées par la fenêtre sur une journée de 8 heures. Juste dans les sas de transition de notre cerveau, à essayer de se rappeler où on en était. C'est un désastre. C'est le mot. Mais du coup, j'ai une question. Ça soulève un doute légitime. Si le coût du changement de tâche est si pénalisant, comment ça se fait que je peux très bien marcher dans la rue tout en discutant avec un ami sans trébucher ni perdre le fil de la conversation? Là, je perds pas 100% de mon temps.
Ah, c'est une excellente question. L'anatomie cérébrale a prévu ce cas très précis grâce à ce qu'on appelle les canaux de traitement. En fait, le cerveau ne fait pas transiter toutes les infos par un seul câble central. L'action de marcher utilise un canal moteur dédié. Et la discussion utilise des canaux corticaux liés au langage et à l'audition. Ok, donc vu qu'ils entrent pas en compétition frontale pour la même bande passante neuronale, l'interférence est négligeable. C'est exactement ça. Tant qu'on utilise le système moteur pour avancer et le système linguistique pour parler, le trafic reste super fluide. Mais la collision critique, elle arrive dans deux scénarios. Soit deux tâches essayent d'utiliser le même canal, soit une activité demande soudain une concentration tellement intense qu'elle pompe toute l'énergie des autres canaux. Ah, je vois. Si ma promenade en forêt se corse, par exemple, le grand chemin de terre se transforme soudain en un vieux pont de singe tout glissant au-dessus d'un vide. Et bien là, la réaction est immédiate. Tu vas physiquement t'arrêter de marcher pour réfléchir à une réponse complexe, ou tu vas carrément arrêter de parler pour traverser le pont en silence. Le cerveau coupe l'alimentation des systèmes non essentiels. Pour mettre toute l'énergie sur le projecteur principal, Et donc, face à la haute complexité, pouf, le multitâche disparaît. instantanément. Et essayer de forcer le cerveau à ignorer ça, ça produit ce qu'on appelle l'illusion de l'attention divisée. Et ça peut être super dangereux. En 2009, le journaliste Matt Richtel a fait une enquête frappante là-dessus, notamment au volant. Raconte. Imagine un conducteur sur l'autoroute. Son passager lui décrit en détail l'agencement complexe de son nouveau mobilier de salon. Bon, pour comprendre, le conducteur doit forcément reconstruire l'espace mentalement. Visualiser le canapé d'angle, la table basse, la baie vitrée. Donc il sollicite à fond son cortex visuel. Sauf que ce même cortex visuel a déjà une mission critique, analyser la circulation. Le conflit d'allocation est total. Le cerveau essaie de traiter les feux de freinage de la voiture de devant sur le même réseau de neurones qui essaie de modéliser un canapé imaginaire. C'est le crash assuré. Les données de Richtel montrent que cette surcharge réduit la concentration visuelle effective de 40%. L'impact sur le temps de réaction est si sévère que les chercheurs le comparent aux effets d'un état d'ébriété. C'est pas un hasard si la distraction au volant cause près de 16% des décès sur la route. C'est terrifiant, quoi. Et si on transpose cette dynamique dans un bureau? Franchement, quand on essaye de répondre à un email important tout en écoutant d'une oreille une réunion téléphonique, on installe volontairement un carrefour intellectuel saturé? On est littéralement l'équivalent d'un conducteur ivre au milieu de son open space. On remplace de bonnes informations par des mauvaises, on prend des décisions hâtives, on dégrade son propre travail. Et le pire, c'est que ça a des effets collatéraux insidieux. J'ai lu que ça crée une distorsion énorme du temps perçu. Les gens qui fragmentent leurs tâches ont la sensation chronique que tout prend un temps infini, juste parce que leur progression est hachée par des dizaines de redémarrages. Ça génère un stress de fond usant. Un stress énorme. Et l'ironie, c'est qu'on persiste. Un utilisateur d'ordinateur moyen change de fenêtre ou d'onglet près de 37 fois par jour. Si ça détruit notre productivité et que ça nous stresse, pourquoi on continue avec autant d'acharnement? Bah oui, pourquoi? La réponse, elle est chimique. C'est le circuit de la récompense. Chaque changement de contexte, chaque nouvel email, chaque notification libère une petite décharge de dopamine. C'est l'hormone de la nouveauté. En papillonnant comme ça, on crée une boucle d'addiction neurochimique. On a transformé nos ordinateurs en distributeurs de dopamine à la demande, quoi. Et dès qu'on n'a plus ce flux de micro-interruptions, on ressent un vrai manque physique qu'on confond avec de l'ennui face à une tâche difficile. Exactement. Et le plus triste, c'est ce que souligne Dave Crenshaw, un spécialiste de la gestion du temps. Ces voleurs de productivité deviennent inévitablement des voleurs de relations personnelles. L'alibi classique, c'est de dire « je fragmente mon attention au travail pour gagner du temps et être plus dispo à la maison ». Sauf que notre fameux esprit de singe dopaminergique, il s'arrête pas à la porte d'entrée le soir, il rentre avec nous. Tout à fait. Et le coût émotionnel est lourd. Crenshaw montre un truc contre-intuitif. Accorder une attention segmentée à un proche, genre lui jeter des bribes de conversation entre deux regards sur son écran, ça demande paradoxalement beaucoup plus d'efforts cognitifs que de lui accorder une attention totale. Le cerveau s'épuise en aller-retour pour au final une connexion humaine médiocre. C'est la fameuse image triste du couple au resto où l'un des deux tape des textos sous la table en pensant pouvoir suivre la conversation. C'est ça. Non seulement la personne perd la profondeur de la discussion à cause de son cortex surchargé, mais le message silencieux qu'elle envoie est dévastateur. Elle dit en gros « ce qui clignote sur cet écran est plus important que ta présence ici ».
Ça détruit silencieusement la confiance. C'est tragique en fait. On fragmente notre intellect pour essayer de répondre à tout le monde et on finit par n'offrir à nos proches une version de nous-mêmes stressée, dispersée et à moitié absente. C'est le prix exorbitant de cette illusion. La vérité, c'est que l'approche multitâche garantit surtout l'inachèvement et la médiocrité. Notre système nerveux est juste pas fait pour traiter des flux de données parallèles comme ça. Il faut l'accepter, quoi. Identifier l'unique chose primordiale et protéger farouchement l'attention qu'on lui donne. C'est la seule voie. Bon, alors pour ceux qui nous écoutent, pour aller un peu plus loin, voici un petit défi mental. Notre biologie cherche la distraction par instinct de survie et la technologie exploite ça. La prochaine fois que l'inconfort d'une tâche difficile se fait sentir et que l'envie presque incontrôlable de changer d'onglet ou de vérifier le téléphone survient, C'est le moment crucial. voilà. Et si on observait cette sensation aiguë pour ce qu'elle est vraiment? Non pas un besoin vital d'information, mais un pur syndrome de sevrage chimique. Que se passerait-il en nous si on décidait sciemment de ne pas céder à cette impulsion, d'accepter le vide, cette petite friction inconfortable de l'ennui pendant quelques dizaines de secondes de plus? Serait-on capable de traverser ce sevrage quotidien pour atteindre cet état de concentration profonde, le fameux flow qui se cache juste derrière cette barrière chimique? Une réflexion silencieuse à méditer.